Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 60, pour notre premier sujet, nous passerons en revue les leçons d'investissement pour 2023 et ensuite, pour notre second sujet, nous ferons la revue du livre The Price of Time par Edward Chancellor. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va super bien, merci. Donc, je vais commencer. Dans notre dernier podcast, le podcast numéro 59, on a examiné les résultats des marchés des capitaux pour 2023. Et ce faisant, on a souligné les principaux événements économiques et géopolitiques qui, selon nous, ont façonné les résultats des marchés des capitaux pour l'année dernière. Ceci dit, chaque année apporte des leçons précieuses aux investisseurs pour nous aider à rester disciplinés et concentrés sur le long terme et éviter d'être déroutés par le bruit à court terme. Donc, James, comme on le fait à chaque année, on va passer en revue les leçons d'investissement de 2023. Oui, François, effectivement, dans ce premier segment, on va passer en revue les leçons 2023, mais on va s'inspirer de notre bon ami Larry Swedroe. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'il est le responsable de la recherche financière et économique chez Buckingham Strategic Wealth aux États-Unis. Il est une figure éminente de la finance et de l'investissement. On le cite souvent pour son travail d'éducation auprès des investisseurs sur les avantages de l'investissement fondé sur des données probantes. Au fil des ans, il a écrit ou coécrit 16 livres expliquant en termes simples la science de l'investissement. Mon collègue Cameron Passmore et moi-même, on m'a aidé M. Swedroe à adapter son livre « Playing the Winner's Game » au marché canadien il y a à peu près une dizaine d'années. Oui, à ce même moment-là, sur une note un peu plus personnelle, je peux ajouter, James, que j'ai même eu le privilège de faire du rafting avec lui et d'autres collègues sur la rivière Rouge. Donc, il adore le rafting. Je me souviens qu'il m'avait dit à ce moment-là qu'à chaque fois qu'il partait en voyage dans une nouvelle région, qu'il se renseignait sur les possibilités de faire du rafting. Ceci dit, on va maintenant passer en revue les 12 leçons que le marché a apprises aux investisseurs en 2023, selon M. Swedroe, selon Larry. Comme il mentionne, il y a bon nombre de ces leçons qui se répètent d'année en année, mais il semble que les investisseurs aient quand même tendance à les oublier et ne pas les retenir. En passant, on va mettre le lien vers son article dans le podcast. Donc, la première leçon est la suivante. Personne n'est très doué pour établir systématiquement des prévisions de marché correctes. On dit tellement souvent, François, on l'a fait dans le passé, c'est vraiment très difficile de faire des prévisions financières qui vont s'avérer vraies. Et 2023, ça n'a pas dérogé de la règle pantoute. Larry Swedroe, en fait, dans sa lettre des leçons de 2023, il a examiné les prévisions de 23 analystes de grandes sociétés d'investissement et il a regardé leurs prévisions pour l'indice Standard & Poor's 500, donc les 500 plus grandes compagnies. Mm-hmm. Et les prévisions étaient entre moins 5 pour 2023 et plus 24, avec une prévision moyenne de plus 6%. Comme nous le savons maintenant, François, le Standard & Poor's 500 a terminé bien plus haut que ça, avec un rendement de 26,4% en dollars américains dans l'année 2023. Donc, ça représente une différence de près de 20% comparé avec l'estimation moyenne de plus 6%. Oui, puis l'année 2023, ce n'est pas l'exception en matière de mauvaises prédictions. Larry a fourni un graphique montrant les estimations médianes des stratèges pour le S&P 500 par rapport au rendement réel depuis 2018. Et on peut clairement voir qu'il y a une très grande différence entre les estimations médianes et les rendements réels d'année en année. J'ai calculé que la différence moyenne sur les 6 années, de 2018 à 2023, était très importante à 17,8 points de pourcentage. C'est vraiment énorme. Ouais. Mais François, si on essaie de gérer son portefeuille en écoutant les conseils des stratèges de marché qui font des prévisions, ben bonne chance. Effectivement.
Dans notre dernier podcast, on a parlé des Magnificent Seven, les 7 magnifiques, c'est-à-dire dans notre analyse du marché 2023. Puis, il est intéressant de noter que Larry Swedroe a un point de vue un peu différent sur ces 7 titres-là. Donc, ça nous amène à sa leçon numéro 2. Les 7 magnifiques devraient peut-être s'appeler les 3 magnifiques. Fondamentalement, il reconnaît que les 7 magnifiques ont enregistré d'énormes rendements en 2023. Mais il souligne que 3 d'entre eux, Tesla, Google Alphabet et Amazon, ont terminé l'année en dessous de leur cours de clôture de 2021. Seuls 3 d'entre eux, Apple, Microsoft et Nvidia, ont réussi à battre le rendement des bons du trésor à un mois, un actif sans risque qu'on appelle le risk-free asset, qui ont rapporté 3,2% au cours de la même période. C'est quelque chose. Encore une fois, c'est question de point de référence. OK, si tu regardes juste l'année 2023, c'est une chose, toutes les 7 ont beaucoup augmenté, mais si tu regardes ça juste sur 3 ans, c'est une autre histoire. Oui, c'est un bon point qu'il amène. On peut regarder et analyser les performances du marché de différentes façons. On peut facilement affirmer que l'indice S&P 500 a un superbe rendement en 2023, mais en même temps, on peut aussi dire qu'il n'a fourni aucun rendement entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, à l'exception des dividendes, puisqu'il a clôturé au même niveau dans les 2 années. Donc, ceci dit, ça nous amène à la leçon numéro 3. Les valorisations ne peuvent pas être utilisées pour anticiper les marchés ou en anglais pour faire du market timing. Ouais. Écoute, ça, c'était vraiment une leçon classique parce que souvent, les analystes disent « Ah, regarde, les prix des actions se transigent à des cours multiples très élevés et donc, le marché est dû pour une correction. » Encore une fois, c'est une classique. Mais les valorisations, exemple, des actions américaines, se situaient à des niveaux historiquement très élevés en début d'année 2023. Puis, en particulier pour les titres de croissance. Fait que si on avait décidé, selon les valorisations, je n'investirai pas ou je vais vendre, on aurait manqué une grosse année de croissance. Et donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment faire attention quand on regarde les valorisations. C'est pas nouveau. Il y a près de 25 ans, plus 27 ans, en décembre 1996, le chef de la Banque centrale américaine, Alan Greenspan, à l'époque, avait utilisé un terme « irrational exuberance ». Et donc, c'est devenu une expression un peu classique pour dire, puis on traduit en français, c'est de l'exubérance irrationnelle, pour mettre en garde les investisseurs contre les valorisations élevées des actions. Mais de 1996 à 2000, les actions aux États-Unis ont continué d'augmenter, puis en fait, l'indice du S&P 500 a doublé pendant cette période. C'est pour dire qu'il faut faire vraiment attention quand on regarde où sont rendues les valorisations. Oui, exactement. Puis, il faut faire attention pour ne pas transiger activement sur la base des évaluations des actions. Mais c'est quand même une information qui est pertinente. Je ne veux pas enlever ça, mais ça dépend de comment on l'utilise. Chez nous, chez PWL, notre équipe de recherche utilise les évaluations boursières pour estimer les rendements futurs attendus, mais sur des périodes beaucoup plus à long terme, pas pour faire du market timing. Tout à fait. Puis comme gestionnaire de portefeuille, on rebalance les portefeuilles. Fait que si les actions ont beaucoup augmenté puis sont devenues très, très chères, mais en principe, le fait de rebalancer vers des placements plus sécures, les obligations, ça fait contrepoids à tout ça. Donc, ça nous mène vers la leçon numéro 4, François. Il faut de la discipline pour maintenir le cap pendant les périodes de faible performance, comme c'est le cas pour tous les actifs à risque. Oui, je pense que nos auditeurs réguliers savent maintenant que ça fait partie de notre mantra. Pour bénéficier des avantages d'investir en actions, vous devez faire preuve de discipline et de maintenir le cap autant durant les bonnes périodes que dans les périodes qui sont plus difficiles. Donc, la prochaine leçon que Larry partage avec nous, la leçon numéro 5, les actifs peu performants ont des mécanismes d'auto-guérison. Oui, mais en anglais, c'est self-healing. Puis c'est un terme que j'aime bien, c'est que si on a des actifs de qualité, puis ils ont pris une débâcle, le cours normal va faire en sorte que ça va rebondir.
C'est une leçon absolument critique pour tous les investisseurs à maîtriser. Il explique que lorsque les cours des actions baissent, les investisseurs ont le réflexe soit de vendre ou simplement d'éviter d'acheter ou d'investir. Cependant, il nous rappelle que lorsque les prix des actions baissent, les rendements espérés futurs sont maintenant plus élevés. J'ai écrit un blog là-dessus l'année dernière, sur ce concept-là précisément. Puis là, il revient en citant Warren Buffett, avec une de ses citations classiques. Soyez craintifs lorsque les autres sont avides et soyez avides lorsque les autres sont craintifs. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Effectivement. Surtout quand on a un panier d'actions qui est largement diversifié, qu'on le tient des ETF, ce principe d'auto-guérison-là fait plein de sens, là. Si on a des actions de type très spéculatif, puis des actions de micro-cap, juste un titre seulement, ben, l'effet d'auto-guérison ne peut jamais se matérialiser. Donc, la leçon numéro 6, même avec une boule de cristal, les marchés sont imprévisibles. Le point qui se soulève ici est intéressant, là. Si vous aviez eu une boule de cristal au début de l'année 2023 pour voir tous les principaux événements géopolitiques et économiques qui allaient se produire au cours de l'année, je pense qu'il est raisonnable de dire que la plupart des investisseurs auraient liquidé leur portefeuille puis seraient restés sur les côtés, étant donné toutes les mauvaises nouvelles négatives qui allaient s'en venir en 2023. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Larry sur ce point. Je l'ai mentionné dans notre dernier podcast, les marchés ont surpris tout le monde l'année dernière, malgré toutes les nouvelles financières négatives, les nouvelles géopolitiques négatives. Ça nous mène vers la leçon numéro 7, ne pas laisser la politique influencer les décisions d'investissement. Je pense que cette leçon reflète en quelque sorte le fait que nous sommes confrontés à de nombreuses élections cette année dans plusieurs des principaux pays du monde et particulièrement aux États-Unis. Avec cette leçon, il avertit les investisseurs de se méfier de leurs croyances et de leurs préjugés car ils influencent leur prise de décision et elles sont à l'origine d'erreurs dans la gestion des portefeuilles. Il nous rappelle de ne pas tenir compte de nos opinions politiques lorsqu'on prend des décisions d'investissement. Puis je pense que c'est particulièrement vrai pour les investisseurs américains là, qui vont être confrontés à des élections fédérales qui vont être très difficiles cette année, je pense, aux États-Unis. Tout à fait. La prochaine leçon, numéro 8, la plupart des rendements sont générés dans les marchés sur des très courtes périodes. Il faut vraiment être présent dans le marché. Puis donc, on l'a mentionné, encore une fois, dans le dernier podcast, en détail, la majeure partie des rendements de l'année ont été générés dans les 2 derniers mois, que ce soit dans le marché des actions ou le marché des obligations. Les actions avaient très bien fait jusqu'en juillet. Finalement, ça a dégonflé à la fin d'octobre. Les obligations, c'était légèrement négatif de rendement à la fin octobre. Là, pof, fin de l'année, puis on s'est retrouvé avec des rendements dans les 2 catégories d'actifs qui étaient vraiment exceptionnels pour les actions, puis très solides, 5-6% les obligations. Fait que c'est vrai. Donc, l'histoire démontre que les rendements des marchés sont généralement générés sur ces très courtes périodes. Et donc, il n'y a rien d'exceptionnel avec 2023 là-dessus. Oui, puis Larry souligne dans son article que de 1927 à 2023, c'est-à-dire 97 ans, le S&P 500 a enregistré un rendement annuel de 10,3 %. Toutefois, là, si on enlève les 97 mois qui ont enregistré les meilleurs rendements ou les rendements les plus élevés au cours de cette période, les 1067 mois qui restent n'ont généré qu'un rendement annualisé de 0,01 %, donc aucun rendement du tout. Donc, ce qui veut dire là, que seulement 8 % des mois, ceux qui ont enregistré les rendements les plus élevés, ont généré 100 % de la performance sur la période de 97 ans. Donc, pour dire que ce n'est pas nouveau, qu'il y a des périodes comme 2023 où seulement 2 mois génèrent tous les rendements, bien, dans le passé, sur 97 ans, bien, c'est arrivé à plusieurs reprises. Effectivement, c'est exactement la raison pour laquelle nous disons qu'il faut rester investi dans le marché pour profiter des rendements des marchés des capitaux. En anglais, on dit « it's time in the market, not timing the market ». C'est un jeu de mots, mais ça veut dire reste investi, essaie pas de deviner quand embarquer, débarquer. Ouais. Et donc, ça nous amène vers la leçon numéro 7 de Larry Swedroe. Les gagnants de l'année dernière ont autant de chances d'être les perdants de cette année. Il nous rappelle que les investisseurs individuels sont des chasseurs de performance, qu'ils achètent les gagnants d'hier et vendent les perdants d'hier. J'en parle dans mon blog le plus récent, publié sur le site web de Sujet Capital, où j'aborde
à la fois le biais de la récence et le biais de la rétrospection. Fait que ces deux biais-là influencent les investisseurs énormément. Oui. Après les performances phénoménales du marché boursier américain au cours de la dernière décennie, il y a beaucoup d'investisseurs qui se demandent pourquoi ils continuent d'investir dans les autres marchés des actions. Puis moi, c'est une réponse qui est assez simple, là, mais j'aime leur rappeler qu'aux États-Unis, il y a une décennie perdue sur les marchés des actions américaines. Il faut se souvenir que du début de l'année 2000 à la fin de l'année 2009, l'indice S&P 500 a généré un rendement annualisé négatif de 0,95% annuellement. Maintenant, la leçon numéro 10, la gestion active est perdante, que les marchés soient haussiers ou baissiers. Oui, mais sur ce point-là, François, on sait que dans quelques semaines, Standard & Poor's va publier son rapport SPIVA, où on compare la performance des gestionnaires actifs aux indices. Et on va être en mesure de confirmer si la gestion active a réussi à surpasser les indices passifs en 2023. Cependant, je pense que nos auditeurs n'ont pas à retenir leur souffle. Je ne m'attends pas à de surprise. Je pense que les gestionnaires actifs auront eu beaucoup de misère à surperformer, surtout aux États-Unis, quand on considère que si on a une pondération inférieure à celui du marché dans les Magnificent Seven, ben, on va être bien en bas du marché. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, James. Si un gestionnaire actif n'a pas inclus les 7 magnifiques dans son portefeuille, il y a des fortes chances là, qu'il a sous-performé le marché. Maintenant, leçon numéro 11, François, la diversification, ça fonctionne toujours, mais Larry dit les résultats sont parfois satisfaisants, parfois moins. Mm-hmm. Ça nous ramène à ce que tu as mentionné plus tôt, François, au sujet de la surperformance des marchés boursiers américains. Donc, là, on peut dire, regarde, si j'avais tout mis mes œufs dans le panier du marché américain, je serais brillant. Mais là, on est diversifié dans les actions internationales, les marchés émergents, développés, les actions canadiennes, les obligations. Fait que ça a bien moins bien performé que les actions américaines, au dépit que les rendements étaient beaucoup plus élevés que les rendements espérés selon nos hypothèses de planification financière dans toutes les classes d'actifs, incluant les obligations. Fait que la surperformance des actions américaines par rapport à tous ces autres marchés-là, ça nous amène toujours à s'interroger, à se questionner sur les avantages de la diversification. Sauf que à chaque année, il y a un secteur, il y a un pays, il y a une autre classe d'actifs qui va mieux performer. Et donc, on va se dire, hey, j'aurais dû d'avoir ça dans mon portefeuille en plus grande pondération. Mais comme le dit Larry, je le cite, le bruit des médias mettra alors à l'épreuve notre capacité à adhérer à notre stratégie. Puis ce qui est important, c'est que dans le temps, tout ça, ça change à chaque année. Laquelle des classes d'actifs a été le meilleur performant. Fait qu'il faut vraiment rester fidèle à son plan diversifié. Oui. Puis quand ça se produit, lorsque votre discipline et votre patience est mise à l'épreuve, là, il faut toujours se rappeler les raisons pour lesquelles on a correctement diversifié son portefeuille en premier lieu. Puis à ce moment-là, la raison était de réduire le risque sans réduire les rendements espérés à long terme du portefeuille. Même en 2023, là, un investisseur en actions américaines pourrait être mécontent de ne pas avoir placé tous ses œufs dans les Magnificent Seven ou les 7 magnifiques. Enfin, leçon numéro 12, les grandes innovations ne sont pas toujours de bons investissements. Pour cette leçon, Larry Swedroe met en lumière le débarque de certaines entreprises de premier plan qui étaient autrefois considérées comme des pionniers de l'innovation. Il poursuit en énumérant certaines de ces entreprises. Mais on a quand même des exemples plus près de chez nous, au Canada, dans les marchés, François, puis j'aimerais donner l'exemple. Si on remonte à 2018, lorsque le gouvernement fédéral a légalisé la marijuana, puis on sait que dans les années précédentes, l'engouement pour tout ça, fait que les banquiers d'investissement se sont mis, les sociétés de gestion privée en équité ont investi dans des sociétés en démarrage dans le secteur. Et tout le monde voulait avoir sa part du gâteau avec les gros profits qui s'en venaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie? C'est que les investisseurs se sont vraiment fait brûler ou flouer, je ne sais pas c'est lequel le meilleur terme, mais les rendements ont été vraiment désastreux. Pour mettre un peu de couleur dans tout ça, on regarde qu'il y a un indice ETF de la firme Horizon, qui est le Marijuana Life Science ETF,
et c'était lancé pendant l'engouement en 2017. Il n'y a jamais eu une année civile de performance positive. Sa performance annualisée depuis sa création est négative de moins 16,21% par an mesuré au 31 janvier 2024. C'est énorme, moins 16% par an, là, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Cependant, l'histoire là, est pleine d'anecdotes comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre de ça, de tirer de leçons et d'être prudent la prochaine fois qu'il va y avoir des folies qui vont survenir comme ça. Je pense que toutes les leçons que Larry a partagées dans son article vont dans le même sens de ce en quoi on croit dans le cadre de notre philosophie d'investissement. François, je pense qu'il serait bon de rappeler à nos auditeurs que dans le podcast de l'année dernière sur les leçons d'investissement de 2022, on a souligné que personne ne peut prévoir l'avenir. On a recommandé à nos auditeurs de ne pas prêter attention à toutes les prévisions et perspectives de 2023 dans les médias financiers. Effectivement. Avec le recul, on peut dire que c'était des très bons conseils et que ça a bien fonctionné pour les investisseurs qui ont ignoré tout ce bruit-là, qui ont maintenu le cap avec leur plan d'investissement. Ils ont eu un rendement exceptionnel en 2023. On revient à la notion que les investisseurs sont conditionnés à croire que les experts financiers peuvent prédire l'avenir. Mais ce n'est pas vrai. Le secteur de l'investissement, l'industrie du placement encourage activement cette croyance, malheureusement. Je pense que c'est bon, James, que je répète une citation de Morgan Housel, l'auteur du livre The Psychology of Money, qui figure également dans le podcast de l'année dernière sur les leçons d'investissement de 2022. Et je le cite, « Le pessimiste semble toujours plus intelligent que l'optimiste parce que l'optimiste ressemble à un argumentaire de vente alors que le pessimiste ressemble à quelqu'un qui essaie de vous aider. L'avenir est incertain, donc il est effrayant. » C'est vraiment une belle citation, puis c'est tout à fait vrai. Hein? Un coup d'œil sur l'histoire récente des marchés plaide en faveur de la poursuite de votre plan d'investissement, de rester discipliné. Des rebonds spectaculaires comme on a vu dans les 2 derniers mois de 2023, après les fortes baisses de 2022, ça nous rappelle très clairement que les investisseurs doivent rester disciplinés et se concentrer sur le long terme et ne pas se laisser décourager par les bruits à court terme. Le seul moyen fiable de profiter des avantages à long terme offerts par le marché, c'est vraiment d'être discipliné à son plan. Effectivement. On veut aussi rappeler à nos auditeurs, James, qu'ils doivent avoir une mentalité d'investisseur et de continuer à acheter et détenir des investissements avec une mentalité de propriétaire. C'est notre mantra. OK, maintenant, pour la prochaine partie de notre podcast, on va examiner un livre qu'on recommande fortement à tous nos auditeurs. James, veux-tu commencer? Bien sûr, François. Je pense qu'un des meilleurs livres économiques que j'ai lu récemment est The Price of Time, The Real Story of Interest. Donc, en français, Le prix du temps, la véritable histoire de l'intérêt, par l'historien économique britannique et journaliste financier Edward Chancellor. Je ne crois pas que ça a été traduit en français encore, ce livre. Ouais. Pourquoi penses-tu que ce livre est un must-read ou doit être lu absolument par nos auditeurs? En fait, ça rejoint un de nos thèmes depuis 18 mois, que les taux d'intérêt plus élevés, c'est vraiment normal. Ce qu'on avait avant, ça ne l'était pas. Fait que ce que j'apprécie beaucoup de ce livre, c'est que ça retrace l'histoire économique des taux d'intérêt. Puis les taux d'intérêt, charger des intérêts, ça a commencé bien avant la création des monnaies. Puis il y a des périodes dans l'histoire où c'était très controversé, que c'était perçu très mal qu'on changeait des intérêts. Fait que ça m'a beaucoup ouvert les yeux en termes de perspective à très, très long terme. Et évidemment, ça rejoint les notions qu'on discute souvent de finances comportementales. Fait que dans son livre, il aborde un thème d'investissement qui, comme je dis, ça s'applique beaucoup dans les marchés actuels, à savoir dont les taux d'intérêt artificiellement au cours de l'histoire de l'humanité humaine, on a vu plusieurs périodes où ça a été trop bas, puis ça a gonflé tous les prix de toutes sortes de classes d'actifs.
Fait que comme nos auditeurs le savent, depuis 2008, nous nous trouvons dans un environnement où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Puis ça s'est achevé en 2022, quand les banques centrales ont commencé pour combattre l'inflation à augmenter de façon rapide les taux d'intérêt. Mhm. Fait qu'au cours de cette période, de nombreuses classes d'actifs ont été surélevées de façon spectaculaire. Fait que dans ce livre, l'auteur dit, et je le cite, « Jamais auparavant dans l'histoire, autant de bulles de prix d'actifs n'ont gonflé simultanément. » On se disait à un moment donné, toutes les classes d'actifs sont chères. Effectivement. Ce livre, vraiment, François, selon moi, c'est un chef-d'œuvre sur le thème des taux d'intérêt au cours de l'histoire de l'activité économique humaine. Il développe la thèse selon laquelle les taux d'intérêt sont le signal le plus important dans une économie de marché, c'est-à-dire le prix universel qui affecte tous les autres. Il affirme que la meilleure définition de l'intérêt est la valeur temporelle de l'argent. C'est le prix qui affecte toutes les décisions financières clés, épargner, dépenser, investir. Oui, on l'a souvent répété au cours des 18 derniers mois sur notre podcast, les taux d'intérêt actuels, beaucoup plus élevés qu'ils l'étaient, sont normaux et les investisseurs ne devraient pas s'attendre à ce que nous revenions à des taux très bas, ceux qu'on a connus entre 2008 et 2022. À moins qu'il y ait là, un choc économique ou géopolitique majeur qu'on ne peut pas prévoir. C'est pourquoi que j'ai trouvé le livre si convaincant. Je dois mentionner que le livre The Price of Time a été une recommandation de nul autre que notre ami Larry Swedroe. Fait que, permettez-moi de vous faire part d'un passage intéressant de ce livre, et je cite, « Après 2008, l'auteur affirme que les banquiers centraux ont poussé les taux d'intérêt à leur niveau le plus bas depuis 5 millénaires. » On se rappelle les taux des banques centrales à 0,25 ou à presque à zéro aux États-Unis. Cette mesure a semblé être un succès dans un premier temps car elle a permis d'éviter la déflation et une hausse très importante du chômage. Mais derrière ce résultat se cachaient des problèmes structurels que les banquiers avaient laissés empirer. Selon l'auteur, les taux bas ont aggravé nos problèmes actuels. Il s'agit notamment de l'effondrement de la croissance de la productivité, des logements inabordables, de l'augmentation des inégalités, de la perte de la concurrence sur le marché, et comme nous le ressentons peut-être tous en ce moment, de la fragilité financière. Oui, je suis d'accord avec ce raisonnement-là, James. Des taux artificiellement bas faussent le processus décisionnel décentralisé d'une économie de marché. Absolument, François. L'auteur Chancellor écrit que sans les intérêts, le capital ne peut pas être correctement alloué et les gens épargnent peu. Hein, j'ai pas de rendement, je n'investirai pas. Là. Les investisseurs acceptent donc davantage de risques pour obtenir des rendements plus élevés. C'est que si je n'ai pas de taux d'intérêt pour mes placements sécures, je vais les placer ailleurs, puis finalement, ils prennent bien plus de risques qu'ils prendraient en temps normal. Fait que là, c'est comme si on croit que la croissance future est plus attrayante que les profits actuels. Et comme l'intérêt est l'un des principaux coûts de la finance, les taux bas déplacent l'activité économique des entreprises, donc du monde réel. On prend des vraies décisions qui sont économiques, qui sont sages, puis ça pousse les gens vers des transactions qui sont purement financières. Oui, puis il y a Seth Klarman qui a déclaré, puis Seth Klarman, c'est un gestionnaire de fonds de couverture à Boston. Et là, je le cite, « L'idée de taux bas persistants s'est infiltrée partout, dans la pensée des investisseurs, dans les prévisions de marché, dans les attentes en matière d'inflation et dans les modèles d'évaluation. » Donc, pour nous, là, aujourd'hui, les investisseurs et les emprunteurs pensent que les taux actuels sont trop élevés. Mais on a souvent répété là, dans le podcast qu'il s'agit des taux qui sont en fait normalisés. Par conséquent, le capital pourrait normalement être alloué plus efficacement. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ces propos, François. Pour nos auditeurs, j'aimerais partager les commentaires de quelques autres experts que l'on suit de près dans le monde de l'investissement. Tout d'abord, William Bernstein, qui a écrit plusieurs livres, et lui a écrit une critique sur ce livre dans le blog de l'Institut CFA. Oui, pour nos auditeurs, juste rappeler, James, que William Bernstein est l'auteur du livre classique à lire absolument, Les 4 piliers de l'investissement, qui a remis à jour en 2023. Donc, puis on va pouvoir revenir là, dans un prochain podcast sur son livre. OK. William Bernstein, dans sa critique, a dit qu'il adorait ce livre et il l'a recommandé à tous les étudiants en économie. Et je le cite, « L'observation la plus profonde du livre est que les impacts des faibles taux d'intérêt sur les prix des actifs sont clairement visibles. Mais les emprunteurs sont beaucoup plus lents à percevoir que la même chose s'est produite pour la valeur de leur dette. »
Weber déclare également que l'une des joies de ce livre est sa pertinence à la fois pour la politique fiscale et pour les finances personnelles. Par contre, l'auteur, il développe cependant pas ce thème-là dans son livre. Oui, c'est malheureux parce que ça, les finances personnelles, c'est notre spécialité. Mais on peut croire que quand on voit des taux d'intérêt trop bas, il faut faire vraiment attention dans les emprunts qu'on fait. La deuxième critique que j'ai lue sur ce livre a été rédigée par Howard Marks. Howard Marks est cofondateur de Oaktree Capital Management, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 189 milliards américains. Et c'est un expert en matière d'obligations à rendement élevé en détresse. Dans son dernier mémo qu'il a publié le 9 janvier, intitulé Easy Money, il aborde justement le sujet des faibles taux d'intérêt et il commente que ce mémo était fortement inspiré de sa lecture du livre d'Edward Chancellor. Oui, Howard Marks, là, il est lu par plusieurs professionnels d'investissement et est connu pour ses mémos. Puis c'est des mémos qu'il publie plusieurs fois là, par an. Ouais. Je dois cependant préciser que le mémo de Howard Marks n'est pas une critique du livre dans le terme précis, mais il s'en inspire beaucoup et il cite beaucoup de passages dans le livre. Donc, si tu me permets, François, je vais citer un extrait de son mémo. Il dit « Ce que j'aime tant dans les livres de Chancellor », puis il faut dire que dans un de ses premiers mémos, il y a 23 ans, il a cité le dernier livre de l'auteur Chancellor qui a écrit sur la spéculation, qui est publié à l'an 2000. Fait que on voit que la boucle revient. Fait que je reviens, ce que j'aime tant dans les livres de Chancellor, c'est la façon dont il illustre la tendance des thèmes de l'histoire financière à se répéter. Et donc, la façon dont un comportement qui s'est produit, il y a 200 ou 400 ans, ça se répète aujourd'hui et il ne manquera pas de réapparaître encore et encore à l'avenir. Ce qu'il raconte, c'est vraiment une histoire sans fin. Oui. Puis il poursuit en disant aussi, puis je cite encore, « Les leçons tirées des périodes passées d'argent facile tombent généralement dans l'oreille d'un sourd car elles se heurtent, 1. à l'ignorance de l'histoire, 2. le rêve du profit, 3. la peur de manquer le bateau, et 4. la capacité de dissonance cognitive qui pousse les gens à rejeter des informations incompatibles avec leurs croyances ou leurs intérêts. Ces éléments-là suffisent invariablement à décourager la prudence en période de faible taux d'intérêt, malgré les conséquences probables. » Puis tout ça, c'est sur le thème de la finance comportementale. Ce qu'on connaît aujourd'hui, on est tellement plus évolué dans nos connaissances, mais on voit que les thèmes se répètent à travers les centaines, les millénaires aussi. Fait que Howard Marks aborde ensuite la question clé que tous les investisseurs se posent aujourd'hui dans son mémo Easy Money. Et je cite, « Je veux répondre à la question que l'on me pose le plus souvent ces jours-ci. Êtes-vous en train de me dire que les taux d'intérêt vont être plus élevés pour plus longtemps? » Il dit, « Ma réponse est que les taux actuels ne sont pas élevés. Ils sont plus élevés que ce qu'on a vécu depuis la crise financière en 2008, mais ils ne sont pas plus élevés dans l'absolu et si on regarde l'histoire des taux d'intérêt là, des 100 dernières années, donc, donc, je considère plutôt comme normaux, voire faibles, les taux actuels. » Oui, je trouve intéressant ici qu'il remonte dans les années 60. Et puis je le cite, « En 1969, l'année où j'ai commencé à travailler, le taux des fonds fédéraux était en moyenne à 8,2 %. Au cours des 20 années suivantes, il a oscillé entre 4 % et 20 %. Compte tenu de cette fourchette, je ne qualifierais pas les taux actuels de 5,25 à 5,5 % d'élevés. En 1990 et 2000, que je considère comme la dernière période à peu près normale pour les taux des fonds fédéraux a varié de 3 % à 8 %, ce qui suggère encore une médiane égale à 5,5 %, le taux qu'on a présentement aujourd'hui. François, c'est assez clair pour moi là, que Howard Marks est dans le camp qui pense que les taux d'intérêt d'aujourd'hui ne sont pas très élevés. Il y a une autre excellente citation dans son mémo. L'une des citations auxquelles je reviens le plus souvent est la prétendue observation de l'écrivain Mark Twain, fameux auteur américain, selon laquelle l'histoire ne se répète pas, mais elle se répète souvent.
Pour les investisseurs, les cycles ainsi que leurs causes et leurs effets font partie des sujets influents qui se répètent invariablement d'une période à l'autre. Ouais. Le livre The Price of Time, The Real Story of Interest de l'historien économique et journaliste financier britannique Edward Chancellor est donc une lecture essentielle, je pense, pour les investisseurs qui veulent approfondir et comprendre dans une perspective à plus long terme là, comment fonctionnent les taux d'intérêt, à quel point leurs niveaux sont essentiels pour des politiques économiques saines, pour que les politiques économiques saines puissent opérer leur magie. J'aurais pas pu mieux le dire, François. Merci. Ben, merci à toi, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 60e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous lors de notre prochain épisode à paraître le 14 mars. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt!